Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. En 1815, les gens en Valais vivaient en moyenne 30 ans. La mortalité infantile était courante. Un enfant sur 5 n'atteignait pas l'âge de 1 an. Les femmes en couche s'exposaient à de grands risques et l'accès aux soins était extrêmement difficile. L'état de salubrité était infect, laissant libre cours aux épidémies de toutes sortes et aux infections diverses. Au XIXe siècle, la maladie est souvent perçue comme une action divine, une fatalité contre laquelle il ne faut pas nécessairement se battre. Au XIXe siècle, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'eau courante. Aujourd'hui, quand on évoque cette période, on fait de l'interculturel en histoire, parce qu'on n'a aucune idée. On ne peut pas se représenter quelles étaient véritablement les conditions de vie de ces époques reculées. L'Antidote vous propose donc de faire un retour en arrière sur les 200 dernières années de médecine en Valais en abordant quelques événements clés, histoire de voir le présent avec un peu de recul. Nous sommes dans le village d'Hérémence. Marie-France Vouillot-Burnier est historienne de la médecine. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la santé des Valaisans. Elle nous amène aujourd'hui à la découverte de notre passé, souvent difficile, où l'espérance de vie il y a 200 ans atteignait à peine 30 ans. Colette Ninda de la Société Patrimoine d'Hérémence lui ouvre les portes de certains lieux de vie de l'époque, comme cette maison du XVIIIe siècle qui est devenue aujourd'hui un musée. Ici, c'était la chambre dans laquelle vivait la famille. Des chambres finalement assez exiguës, si on pense qu'il y a une dizaine à une douzaine de personnes qui vivaient ici. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est la grandeur des fenêtres. Parce que les fenêtres sont effectivement très exiguës et ceci indiquait, venait du fait surtout que le chauffage était, pour l'hiver en tout cas, fort restreint. Et donc il ne fallait pas qu'il y ait trop d'ouverture. Un des arguments que les médecins de district utilisaient dans les recommandations qu'ils faisaient à la population en disant « mais ouvrez les fenêtres, aérez ». Et donc on voit ici qu'effectivement les fenêtres étaient suffisamment petites et qu'elles étaient effectivement très peu souvent ouvertes. Je me souviens, c'était un grand événement quand on allait... Au début du XIXe siècle, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, pas ou peu d'hygiène privée, pas d'égout. On vivait les uns sur les autres, souvent près du bétail. Les gens se nourrissaient de laiterie et de fruits et légumes de saison. La viande était un aliment de fête et il n'y avait pas de moyens de conservation des aliments. En fait, l'hygiène n'était pas une priorité, la santé non plus. Les salles de bain n'existaient pas, les toilettes étaient sèches, installées sur le balcon, et ce ici jusque dans les années 1950. Il n'y avait pas d'eau qui s'écoulait, donc évidemment les excréments se tassaient au fond et une fois par année on ouvrait, il y avait une porte au fond et on ouvrait cette porte et on vidait les toilettes. Et pour les vider, on prenait les excréments et on les étalait sur les champs. Alors bon, ce qui se passait, c'était que les ruisseaux qui passaient à côté, étaient souillés par ces excréments. Mais disons, il n'y avait pas, on n'était pas conscient de l'importance, disons, de la pollution de l'eau comme on l'est aujourd'hui. Au XIXe siècle, il y a la première des priorités, c'est de survivre. Donc, c'est de pouvoir s'alimenter, de pouvoir se vêtir et de pouvoir se protéger du froid. C'est les trois priorités. La santé est une priorité qui vient bien plus tard.
D'ailleurs, le préfet du département du Simplon, en 1813, lorsqu'il écrit un rapport au gouvernement central à Paris, indique que les Valaisans sont fatalistes comme des Mahométans, c'est-à-dire qu'ils ne craignent pas la mort, puisque pour eux, elle fait partie intégrante de leur vie, et que si on meurt d'une épidémie ou d'autre chose, eh bien, ça entre dans le normal, dans ce qu'on peut considérer comme étant naturel. Les enfants étaient les premières victimes de cette vie mise à rude épreuve. Au début du 19e siècle, un enfant sur 5 décède avant d'atteindre l'âge de 1 an. Les épidémies de variole, les différents virus et bactéries sont responsables de nombreux décès, de même que les problèmes liés à l'alimentation et au manque d'hygiène. L'existence des biberons en bois qu'on ne pouvait pas laver correctement jusqu'au fond, le bois et le lait caillé qui se mélangeaient, qui faisait donc bien sûr que lorsque l'enfant était alimenté de cette manière, eh bien, très souvent, il décédait assez rapidement parce que les bactéries qui étaient là-dedans étaient très nocives. Il a fallu attendre quand même, disons, la fin du 19e siècle pour qu'on soit conscient des liens entre le type d'alimentation, le mode d'alimentation et la survie du bébé. Le début de la prise de conscience de l'importance de la santé en Valais, ça a véritablement un lien avec la mortalité infantile et la mortalité des femmes en couche. Une femme sur 2 décédée lors d'un accouchement? Voilà, une femme sur 2 décédée lors de l'accouchement et un grand nombre d'enfants naissaient avec des malformations dues à la méconnaissance des matrones. Et donc pour lutter contre la méconnaissance des matrones, un certain nombre de médecins, dont notamment Joseph-Emmanuel Gué, qui était médecin à Martigny, qui avait fait ses études à Montpellier, revient en Valais en disant il faut lutter contre ce type de mortalité et pour cela il faut former les sages-femmes. Une lettre envoyée au docteur Joseph-Emmanuel Gué en 1807 rapporte la mort d'une femme, une parmi tant d'autres, victime des mauvaises connaissances médicales de l'époque et des charlatans. Mon épouse ayant, il y a quelques mois, accouché assez heureusement, l'ignorante sage-femme que nous avons dans cette commune, ne sachant à bout de retirer l'arrière-fait, après 1 heure de soins, à cela, sans user d'aucun remède extérieur, s'en va appeler un particulier d'ici, nommé Emmanuel Carreau, qui, comme vous ne manquez point de le savoir, se mêle de médecine, de chirurgie, de symbolique, sans patente, sans théorie, sans connaissance anatomique, en un mot, sans avoir subi aucun examen quelconque. Cet homme-là arrive et se met d'abord en ouvrage d'entrée avec le bras et, à 4 ou 5 voyages, il enlève avec les griffes tout ce qu'il veut, de sorte qu'après le dernier voyage, la patiente se mit à expirer et tout fut fini. Les gens étaient en général soignés par des mages ou des rabilleurs qui habitaient dans la commune, qui connaissaient bien les plantes, mais qui n'avaient aucune formation médicale. Les médecins étaient plutôt en plaine et ils étaient très peu nombreux et les gens ne leur faisaient pas nécessairement confiance. Les matrones étaient souvent des vieilles femmes sans aucune formation, c'est pourquoi le docteur Emmanuel Gué va œuvrer pour la formation de femmes plus jeunes. En 1806, le premier cours officiel pour les sages-femmes en Valais est organisé à Sion. Chaque commune est tenue d'envoyer une femme pour une formation de 3 mois dans les règles de l'art. Le problème du médecin, c'est que lui, en 1804, quand il préconise les cours de sage-femme, n'a que des connaissances théoriques du corps féminin. Il n'a jamais vu le corps féminin puisque lors de la formation, ils n'ont pas accès au corps féminin. Il faut attendre véritablement la moitié du 19e siècle, même la fin du 19e siècle pour que ce soit possible. Et donc, ce que va faire Emmanuel Gué, c'est qu'il va donner une formation théorique à des sages-femmes qui ont une connaissance pratique.
À côté de la mortalité des femmes en couche et des enfants en bas âge, une autre tare s'abat sur les populations de montagne, le crétinisme et le goitre. Le 28 novembre 1812, le préfet du département du Simplon ordonne une enquête au sujet des goitreux. Dans un rapport, il est indiqué que sur une population de 70 000 âmes, on compte 4 000 crétins en Valais. Il a fallu très longtemps pour qu'on découvre d'où venaient les origines de cette maladie. Alors, pour quelles raisons le Valais a toujours été montré du doigt par nos compatriotes, n'est-ce pas, en disant oh, c'est un crétin du Valais ou c'est un crétin des Alpes. Eh bien, ceci, nous le devons à l'encyclopédie de Diderot, encyclopédie dans laquelle un article a été écrit par d'Alembert, article qui s'intitule « Les crétins ». Et dans cette rubrique, on trouve que les crétins sont en grand nombre dans le Valais et Sion est leur capitale. À partir de cette date, eh bien, tous les voyageurs qui ont passé en Valais se devaient de voir des crétins partout et en grande quantité et en grand nombre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y avait des goitreux et des crétins en Valais, mais cette maladie était répandue dans toutes les Alpes. Un ouvrage précieux est celui du docteur Schiner de la faculté de Montpellier qui, sous l'ordre de Napoléon, vers 1810, visite des villages valaisans. S'arrêtant à Isérable, il fait le constat suivant concernant l'état physique de nos ancêtres. Les enfants à l'âge de 6 ans y portent déjà la hotte, ce qui empêche l'accroissement du corps. L'air dans ce village est sain et l'eau fort bonne, aussi le monde y vit-il vieux, et il n'est pas rare d'y trouver plusieurs octogénaires. Lors de son passage à Ried, le constat est moins favorable. La propreté en général n'est pas non plus ce dont les habitants de ce village se piquent, ni le soin dû à l'enfance, puisqu'on y trouve des enfants devant les portes des maisons, au bord de la route comme des statues, presque immobiles, pâles, blêmes, fort bouffis. De même observe-t-on beaucoup de crétins et de goitreux dans ce village. Pendant des années, on a montré du doigt les crétins des Alpes, sans s'intéresser aux causes de cette maladie. Il a fallu attendre l'œuvre du docteur Maurice Cléva et plus tard du docteur Otto Bayard pour trouver des moyens de lutter contre. Ce sont des raisons qui ont un lien avec le manque d'hygiène, disent-ils, avec le manque d'aération des locaux, avec le fait aussi que les enfants vivent en plaine et proches des marais, et on fait le premier lien à ce moment-là entre le marais et le développement du goitre et du crétinisme, alors qu'il n'y a pas vraiment de lien. Et puis, ce que dit de façon très intéressante Maurice Cléva aussi, c'est que les raisons du crétinisme viennent des mariages qui sont réalisés entre Valaisans et Savoyards. Parce qu'entre Valaisans, il y a moins de crétins qu'entre Valaisans et Savoyards, c'est reconnu. En 1820, les premiers liens sont faits par le docteur Coindet de Genève entre le manque d'iode et le crétinisme. En 1920, soit 100 ans plus tard, le docteur Otto Bayard de Saint-Nicolas propose d'introduire l'iode dans le sel de cuisine dans les villages de Turbel et Greichen. On voit alors diminuer drastiquement le nombre de goitreux et de crétins dans ces villages. Épilogue d'une longue histoire de la santé des habitants des Alpes à qui on a donné une mauvaise réputation à travers le monde. Un autre chapitre de la médecine qui fera des milliers de morts, ce sont les épidémies, variole en tête. À elle seule, elle décimera une partie de la population valaisanne et fera trembler toutes les mères et les époux. Au début du 19e siècle, il est déjà possible de lutter contre la variole avec la vaccine. Mais les Valaisans résistent et refusent la vaccine malgré l'insistance des autorités politiques et religieuses. À partir de ce moment-là, à partir de 1849, on voit changer l'image de la santé en Valais. On voit changer l'image de la santé. Enfin, disons, on voit surtout le gouvernement être conscient de l'importance de la santé, d'une part, et puis la population qui petit à petit va accepter que, par exemple, les enfants soient vaccinés.
Le moment le plus important, c'est le moment où les médecins vont dire bon, les enfants qui ne seront pas vaccinés, on ne va plus les accepter. Finalement, on va faire en sorte qu'ils ne soient pas acceptés à l'école. Bon, ça, on voit qu'il y aura un peu plus d'enfants vaccinés, mais ce n'est pas essentiel. Il faut qu'à un moment donné, l'Église s'en mêle et qu'elle dise les enfants qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas recevoir les sacrements. En 1852, le Valais devient le premier canton suisse à rendre la vaccination obligatoire. Une autre épidémie fait rage en Europe en 1832, le choléra. Contre cette maladie contagieuse causée par une bactérie, il n'existe encore aucun moyen de se battre. En quelques heures ou quelques jours, les gens se vident littéralement et décèdent. L'épidémie de choléra qui a fait des victimes en Valais, c'est celle de 1867. La première épidémie de choléra qui se déclare en 1832, disons, n'atteint pas le Valais. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de colérique en Valais. Simplement, la peur de la maladie est tellement importante qu'on va voir arriver les premiers engagements du gouvernement envers les communes pour dire écoutez, il faut de la salubrité publique. Et donc à partir de ce moment-là, le gouvernement va exiger que les latrines soient complètement fermées, que les fumacières n'arrivent pas au milieu de la route dans les villes et dans les villages. Ça, c'est les premières mesures qui seront prises, c'est grâce au choléra qui n'est jamais arrivé véritablement en Valais. L'épidémie de grippe espagnole frappera aussi de plein fouet le Valais, tuant au passage l'évêque de Sion en 1918. Cette histoire semble peut-être éloignée, mais elle ne l'est pas tellement. Nous sommes à Zermatt qui a connu un chapitre récent d'une épidémie de fièvre typhoïde survenue il y a à peine 50 ans. L'ancien médecin cantonal qui a œuvré pendant 20 ans au service de la santé publique nous accompagne dans ce haut lieu touristique. À Zermatt, en 1963, les conditions de vie étaient encore assez précaires. L'insalubrité était encore présente, comme dans beaucoup de villages valaisans. Ceci n'est pas du tout une critique, hein. C'était la pauvreté qui était encore là. Le boom économique, l'industrialisation n'était pas encore arrivée partout en Valais. Et par conséquent, les réseaux d'eau, les réseaux d'égouts n'étaient pas encore performants. Ils étaient souvent percé, il n'y avait plus de cadastre, plus personne ne savait où se retrouvaient toutes ces canalisations. Et puis, il n'y avait pas de station d'épuration, pas de relèvement des ordures comme aujourd'hui. Donc, les conditions étaient assez précaires. Nous sommes en hiver au mois de février 1963. En pleine saison touristique, Zermatt doit ravitailler 15 000 personnes en eau potable. 300 ouvriers travaillent sur le barrage de la Grande Dixence. La commune n'a pas la capacité de traiter les eaux et le 13 février, un ouvrier tombe malade. Il est reçu par un des deux médecins de la station qui croit avoir affaire à une fièvre Q. Des analyses sont envoyées et révèlent la présence d'un cas de fièvre typhoïde. Mais il faudra attendre encore 2 semaines pour que l'affaire soit connue du reste de la station. L'épidémie s'est déclarée de façon tout à fait sournoise à la mi-février 63. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une contamination du réseau d'eau par probablement des déchets, des détritus qui venaient des baraquements de construction d'ouvrages pour la Grande Dixence. Et puis au début mars, les médecins ont commencé à penser à ça. Ils n'ont pas été tout de suite écoutés. Les milieux politiques et touristiques, comme partout dans le monde, ce n'est pas une spécificité valaisanne, ont voulu étouffer l'affaire pour ne pas faire tort à la saison touristique. Et ça n'est que lorsque les centaines de cas sont arrivés, que beaucoup de patients ont dû être hospitalisés, qu'à ce moment-là, il est devenu impossible de camoufler plus loin cette épidémie. Suite à ça, donc, on a fermé la station. Il y avait des magnifiques conditions de neige, et il y avait beaucoup de monde.
Et puis les gens voulaient quand même rester, puis on était forcé d'arrêter le transport par les remontées mécaniques. Donc les remontées mécaniques ont été fermées. Alle Einwohner werden untersucht und die Blut- und Darmabstriche werden in den vorzüglich Beat Perren était pharmacien à Zermatt à cette époque. Il se souvient bien du vent de panique qui est venu avec l'épidémie. Les autorités ont renvoyé cette année-là des milliers de touristes chez eux. Il parle de la négligence d'un des médecins qui aurait passé sous silence le premier cas suspect. Beat Perren était aussi conseiller communal en 1963. Il a donc joué un rôle actif pour gérer cette crise. Le problème était aussi que, comme il n'y a pas de route pour Zermatt, donc les malades ont dû être transportés toujours par le chemin de fer. Et puis quand le chemin de fer a su que c'était une maladie contagieuse, le chemin de fer s'est refusé de transporter ces gens. L'épidémie contaminera 437 personnes, principalement des touristes, et fera 3 morts. Et il y a eu 3 morts, oui, malheureusement. En son temps, soit pour les déchets, soit pour l'eau potable, on faisait beaucoup moins attention qu'aujourd'hui, hein. Ça c'est sûr. La population n'était pas consciente de ces éléments-là. Les autorités politiques étaient alertées par les médecins, mais n'y croyaient pas tant. Les hôteliers ne voulaient pas y croire et du reste tournaient en dérision cette épidémie. Vous avez entendu parler du fameux typhus cocktail, là, servi dans des pots de chambre pour rendre cette épidémie dérisoire, inexistante. Donc non, la population n'était pas tellement consciente, les autorités politiques non plus, et du reste il a fallu en fait l'intervention de l'armée et des autorités fédérales pour que la lutte soit vraiment engagée. Il ne s'agit pas de chercher des responsables ou des coupables où que ce soit, parce que c'était la pauvreté, c'était une administration cantonale qui était squelettique, qui n'avait pas les moyens de se battre, il n'y avait pas de laboratoire performant pour faire des diagnostics. Du reste, le diagnostic précis a été fait par le laboratoire national anglais, puisqu'il y avait 87 Anglais qui étaient tombés malades ici. C'était choquant parce que tout le monde pensait qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'après tous les progrès qui avaient été faits, que ce genre d'épidémie ne reviendrait plus jamais. L'épidémie de Zermatt a levé le voile sur la situation sanitaire de l'eau potable et des égouts dans notre canton. Elle a été à l'origine de la nouvelle loi sur les épidémies et elle a permis de construire toutes les installations sanitaires modernes dont avaient besoin les communes pour avoir une eau de qualité. Les épidémies font donc partie de l'histoire de la santé et elles continuent de faire l'histoire toujours. Il faudra attendre 1928 pour qu'Alexander Fleming découvre la pénicilline, la première substance antibactérienne. En 1952, il visite le village d'Isérable où il vient constater l'état de santé d'un jeune homme. Ce dernier est tombé d'un mur, il est fiévreux et une méningite aiguë se déclare. Le docteur Ribordi de Ried lui fait une piqûre de pénicilline, ce tout nouveau médicament. Le jeune homme est toujours dans un état comateux et le médecin double la dose de pénicilline. Il s'en trouvera sauvé quelques mois plus tard. Le docteur Fleming rend donc visite à ce jeune patient. Il contrôle son état et repart satisfait. Mais avant de partir, il remet en souvenir une plaquette de la première culture de pénicilline conservée ici précieusement au musée d'Isérable. Donc ça, c'est la fameuse boîte de poterie. Voilà, donc on a ici le fameux exemplaire de pénicilline. On a présenté le boîtier de ce côté et ici on a justement l'illustration, en fait, l'écriture au dos. Et puis les photos originales justement de la visite de Monsieur Fleming, donc à Isérable. Là, on l'a une fois à Ried, au départ du téléphérique, et à l'arrivée du téléphérique ici, accompagné du docteur Ribordi, qui était sur Ried, en fait, qui exerçait à Ried à l'époque. Remise au curé Séverin en 1952.
selon le témoignage de Fleming, lorsqu'il l'a remis au curé Séverin, après sa visite ici à Izérable, il lui a dit justement qu'il n'en existait que 2 au monde, et l'autre, il l'avait remis au pape Pie XII, et celui-ci, il le lui donnait. Le Valais a aussi fait l'histoire d'une autre façon. Au début du XXe siècle, on voit l'apparition des premiers sanatoriums, dans le but de traiter des maladies comme la phtisie, la tuberculose. Tout le Haut-Plateau est plein de ces petits établissements. Certains sont restés, comme celui-ci qui date à peu près de la même époque, qui est aussi une jolie architecture, et qui maintenant est resté un centre de colonie de vacances, je crois. Mais sur le Haut-Plateau, les sanatoriums populaires ou privés accueillent des patients adultes et s'occupent aussi de la prévention auprès d'enfants venus des plaines. Des jeunes mâles portants avec des signes de tuberculose séjournent ici pendant des mois et parfois même des années. La tuberculose était une maladie, je vais dire, à la mode. À la mode parce qu'à la fois, elle était relativement fréquente. C'était pas la maladie la plus fréquente, mais c'était la maladie qui faisait le plus peur. C'est une sorte de maladie dont on ne connaissait pas vraiment bien l'origine, ni les lésions, qu'on commençait à étudier sérieusement à la fin du XIXe siècle, et pour laquelle on n'avait pas de moyens spécifiques de traitement. Et le seul moyen qu'on connaissait, qu'on a découvert à l'époque, c'est le traitement d'altitude. Le traitement à l'air libre, en plein air, si possible en altitude, parce qu'une théorie voulait qu'à 1500 mètres, à peu près l'endroit, d'ailleurs, à cette altitude-là, il y avait une sorte d'immunité naturelle procurée par le climat qui faisait que le corps se défendait mieux, était moins sensible aux effets de la tuberculose. Et ça, c'était vrai ? Alors, c'était vrai pour l'époque. Après, il y a eu d'autres vérités. La vérité est toujours provisoire, mais pour l'époque, c'était vrai. Ici, dans l'hôtel Bella-Lui, anciennement sanatorium Bella-Lui, c'est comme si le temps était suspendu. Nous sommes replongés en 1930, lors de l'ouverture de ce sanatorium. Cette chambre accueille des patients qui viennent respirer l'air pur, les essences de sapin, qui font des cures de repos et de soleil, qui repartent souvent guéris même. Côté lit, les lits d'hôpitaux n'existent plus. Tout a été amené dans un orphelinat en Amérique du Sud. Les sanatoriums publics comme le sanatorium valaisan accueillent les classes plus laborieuses, qui y séjournent moins longtemps et toujours sur ces immenses terrasses. Et puis ici, on voit vraiment la vue la plus significative de ce que a pu être un sanatorium. C'est-à-dire c'est un balcon essentiellement, un balcon qui se prolonge dans les chambres. Les chambres, c'est l'antichambre du balcon, c'est là où tout se passe. Le sanatorium, c'est un lieu où on vient faire une cure d'air. Il faut donc qu'il y ait un maximum d'aération, du soleil aussi et du repos. Donc le balcon, c'est l'instrument idéal pour prendre de l'air, prendre du soleil et se reposer. Ce sont des grosses usines, hein. Il y avait 200 à 300 patients qui dormaient, qui prenaient leur cure d'air et de repos sur ces balcons. Vincent Barras connaît bien cette histoire. C'est aussi l'histoire de sa famille, puisque son père a dirigé le sanatorium populaire valaisan dès 1954. À cette époque, les premiers antibiotiques spécifiques sont arrivés et le sanatorium s'est transformé en centre de pneumologie. Il accueille pendant des années les malades des chantiers souffrant de silicose, de même que les premiers cancers du poumon suite au ravage de la cigarette. Mais j'espère qu'on n'y touchera jamais parce que je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce bâtiment. Bon, après la structure, il ne faut pas tellement la changer. Oui. C'est essentiellement à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'apparition de la technologie, de la radiologie, des méthodes d'investigation, avec l'apparition des antibiotiques, des anesthésiques, que les hôpitaux valaisans se sont considérablement développés. Mais ce n'est pas ce qui a eu une influence marquante sur la longévité, sur la baisse de la mortalité. C'est bien plus toutes les mesures prises antérieurement. Si vous prenez le cas de la tuberculose, la baisse de la tuberculose avait commencé déjà bien avant l'apparition des antibiotiques, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant l'ouverture en 1941 du sanatorium valaisan. Donc, par une forme d'éducation de la population. Par une forme d'éducation, d'amélioration de l'état de santé, par l'amélioration de la nutrition surtout, par la prise en charge et le soin donné aux enfants, avec la baisse de la
la natalité aussi. La population est arrivée dans un état de santé toujours meilleur. La modernité a amené des prouesses techniques au niveau médical. Le Valais a entre autres été un pionnier dans le développement de la médecine de sauvetage en montagne. À partir de la moitié du XXe siècle, les gens pouvaient survivre à un accident grave en haute altitude grâce aux efforts de personnes comme Hermann Geiger qui ont développé des moyens pour atteindre les touristes en détresse. Le messager boiteux. Les anciens médias, le messager boiteux, c'était une source d'information très importante pour la vie agricole. Les découvertes technologiques, les infrastructures, les médicaments, mais surtout l'information à la population, l'éducation avec les premières écoles ménagères en 1925, l'éducation des filles, la médecine scolaire, la vaccination ont permis de faire un pas de géant et de diminuer la mortalité infantile et d'augmenter l'espérance de vie à près de 85 ans. On voit qu'il y a un article qui parle de la vente du vin et la police des auberges. Et c'est un des débuts de la lutte contre l'alcoolisme en Valais. Hein. Et ça nous donne une idée assez intéressante de la prise de conscience de l'importance de la lutte contre l'alcoolisme, puisqu'on faisait des liens très étroits entre l'alcoolisme et la tuberculose. Les jeunes d'aujourd'hui ne se souviennent pas du tout de ce que vivaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, de ce qu'étaient les conditions de vie avant la moitié du XXe siècle. Je crois qu'ils n'en ont qu'une vague idée, que ça les intéresse assez peu. L'enseignement de l'histoire n'est plus tout à fait ce qu'il était. La population n'a pas un intérêt extraordinairement marquant sur toutes ces histoires, sur tout ce qui s'est passé, notamment par les pouvoirs publics pour lutter contre le crétinisme, contre l'alcoolisme, contre la tuberculose, contre la silicose, tout ce qu'étaient les efforts des pouvoirs publics pour la vaccination. La jeunesse a passablement oublié, et je crois qu'il faut lui rappeler ce qu'étaient ces conditions pour mieux apprécier le présent. Difficile de se souvenir ce qu'était la vie et l'état de santé de nos ancêtres, quand aujourd'hui on parle de thérapie cellulaire, de biologie moléculaire, de procréation médicalement assistée, de chirurgie hautement spécialisée, de transplantation d'organes, et que l'information à la population et la communication sont instantanées et mondiales. Mais il est parfois utile de poser un regard lucide sur notre passé pour mieux comprendre notre présent.